Bien, on va commencer, étant donné qu'il est l'heure. Bon, j'ai le plaisir d'introduire ce séminaire. Alors, ce séminaire, en fait, est à l'initiative du groupe Action Climat-Environnement, qui est un collectif qui s'est formé autour de l'ISPED, et un petit peu autour, donc qui se préoccupe d'impliquer le monde de la recherche et de l'enseignement dans les problèmes du climat et de l'environnement. Donc, il nous a semblé opportun, dans le cadre de l'animation scientifique de ce groupe, de proposer des séminaires, en particulier sur l'alimentation. Donc, sachant que l'alimentation, bien sûr, a deux aspects. Il est bon de rechercher et de recommander des régimes qui soient bons pour la santé, mais il y a aussi l'aspect de durabilité de ces régimes qui, s'ils sont généralisés, peuvent avoir un impact majeur sur le climat et l'environnement. C'est le cas de l'élevage en particulier, qui accapare un certain nombre de ressources et émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il nous a semblé opportun d'organiser un tel séminaire sur l'alimentation avec ce double aspect. Et donc en discutant avec Cécilia Samieri, eh bien, on a invité Emmanuelle Quesquillo, qui est directrice de recherche à l'INRA, dans l'équipe EREN, donc qui est une équipe d'épidémiologie nutritionnelle. Donc elle travaille en particulier avec Serge Erkberg et a piloté, je crois, l'étude Suvimax 2. Oui, voilà, c'est ça. Qui est connue dans ce domaine-là. Et donc elle va nous présenter ses réflexions, ses travaux sur l'alimentation, ou les alimentations, j'ai l'impression qu'il y a un S, durable. Donc tout d'abord, le contexte de ce travail, on est actuellement dans une phase de changement ou au moins de dérèglement climatique avec une perte très importante de biodiversité et un épuisement des ressources naturelles et une pollution notamment des sols et de l'eau. Et donc on peut voir sur ce graphique les différents domaines des émissions de gaz à effet de serre avec un certain nombre de domaines qui sont essentiels, comme par exemple les transports, qui vont avoir une action et représenter environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture a également une place importante puisque 20% des émissions de gaz à effet de serre seraient directement liées à la production d'aliments soit par l'homme ou pour l'homme, ou soit d'aliments végétaux pour nourrir les bétails. Dans ce contexte, dans le rapport EAT qui est sorti donc, en début d'année et que Walter Willett a piloté, il y a eu une estimation qui a été réalisée sur l'atteinte des limites planétaires pour un certain nombre d'indicateurs biologiques, pour un certain nombre d'indicateurs environnementaux. Et donc vous pouvez voir que concernant les émissions de gaz à effet de serre par exemple, on est déjà à la limite actuellement en 2010 et cette limite sera très largement franchie en 2050. C'est également le cas pour l'azote et pour le phosphore qui ont d'ores et déjà dépassé les limites planétaires et pourraient doubler d'ici 2050. Donc quand on parle d'alimentation durable, il faut tout d'abord définir de quoi on parle. Les régimes alimentaires sont considérés durables lorsqu'ils remplissent un certain nombre de critères. Tout d'abord, ils doivent avoir de faibles conséquences sur l'environnement, contribuer bien sûr à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également à une vie saine pour les générations actuelles et futures. Ainsi, les régimes alimentaires durables vont contribuer à respecter la biodiversité et les écosystèmes, mais ils doivent être également culturellement acceptables, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en compte les habitudes alimentaires des différents pays et être économiquement équitables et accessibles. Accessibles pour les populations et équitables pour les producteurs qui ne récupèrent pas toujours le fruit économique de leur production. Ils doivent être nutritionnellement sûrs et sains et doivent ainsi permettre d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc ça, c'est la définition qui avait été donnée par la FAO en 2010 et qui est celle sur laquelle se basent la plupart des travaux actuels, en particulier ceux qui ont été faits depuis à la FAO. Quand on s'intéresse à l'alimentation durable, il est tout d'abord primordial de définir les critères sur lesquels on va s'appuyer.
Et aujourd'hui, il demeure quand même une absence de consensus pour les différentes dimensions que l'on doit intégrer dans la définition de l'alimentation durable. C'est-à-dire qu'on a une belle définition théorique qui a été donnée par la FAO, mais en pratique, on ne sait toujours pas exactement quels critères il faut intégrer. Dans les études sur l'alimentation durable, quand on s'intéresse à l'environnement, la grande majorité des études portent sur les émissions de gaz à effet de serre. On a de plus en plus d'études qui vont s'intéresser également à la pollution de l'eau et à l'occupation des terres, mais en grande majorité, on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre. Dans la plupart de ces études, les dimensions sociales et également culturelles sont souvent absentes. C'est-à-dire qu'on va regarder la durabilité des régimes en termes d'impact sur la santé, en termes d'impact sur l'environnement, mais les dimensions sociales ne sont pas intégrées. Et puis il faut également faire la différence dans cette définition entre la nutrition et la santé à long terme. C'est-à-dire que dans la définition de la FAO, il est indiqué que l'alimentation doit être nutritionnellement saine et sûre. En revanche, il n'est pas fait état du développement de certaines maladies qui peuvent être potentiellement liées à la nutrition. Sur ce graphique est représenté les émissions de gaz à effet de serre en fonction des produits alimentaires. Et donc, comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, bien évidemment, la production animale, et en particulier la production de bovins, est la production la plus émettrice. En revanche, si on regarde les viandes monogastriques, les porcs et les volailles, on voit que les émissions sont beaucoup plus faibles. Elles sont même inférieures à celles du fromage, qui utilise donc le lait des bovins. Dans cette littérature, un premier indicateur harmonisé a été développé par des auteurs cette année et il vise à essayer de donner un certain nombre d'indicateurs possibles qui pourraient permettre de refléter l'intégralité de la dimension de l'alimentation durable. Donc ces différentes dimensions sont regroupées en 3 catégories. Les dimensions qui vont être liées à la nutrition et à la santé, une dimension liée à l'environnement et une dimension socio-économique. Donc déjà ici, on peut voir que sur la dimension socio-économique, un seul type d'indicateur a été intégré, ce qui montre bien que cette dimension pose un gros problème en termes de prise en compte. Pour l'environnement, donc comme je vous le disais, il y a l'empreinte écologique et évidemment l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte eau, en termes notamment de pollution et de demande en eau, et puis d'autres dimensions qui peuvent être plus spécifiques, comme les systèmes qui sont liés aux performances. Une des dimensions qui est aussi relativement bien prise en compte dans les études, c'est l'occupation des terres. Sur le plan de la nutrition, en règle générale, on va s'intéresser en termes de nutrition et d'indicateurs de santé à toutes les maladies qui sont liées de près ou de loin à l'alimentation. On peut également considérer la diversité alimentaire, les données issues des indicateurs anthropométriques, mais aussi l'activité physique, si on parle de nutrition en termes d'entrée et de sortie d'énergie, et puis bien évidemment tous les nutriments qui peuvent être issus des consommations alimentaires. Donc sur cette base, un certain nombre d'études ont été développées pour estimer les impacts des alimentations durables et essayer de les identifier et de mieux les caractériser. Donc parmi ces études, il y a tout d'abord des études d'observation. Donc je vais vous présenter un exemple qui est une étude réalisée par des Anglais, par l'équipe de Peter Scarborough, qui a étudié les émissions de gaz à effet de serre en fonction de différents types de régimes. Donc cette étude elle a été réalisée dans la cohorte EPIC Oxford. Les consommations alimentaires avaient été mesurées à l'aide d'un questionnaire de fréquence alimentaire. Et puis les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre ont été calculés pour 94 aliments à partir d'analyses de cycle de vie qui allaient de la production jusqu'au centre de distribution ou de détail. Les analyses de cycle de vie qui vont jusqu'à l'assiette sont relativement rares encore aujourd'hui. Et puis ces régimes, ils ont été standardisés en termes d'apport énergétique de façon à prendre en compte la diversité des apports énergétiques entre les différents consommateurs. Les régimes qui ont été étudiés sont des régimes riches en viande, des régimes qui sont riches en poissons et sans viande, et puis des régimes végétariens et des régimes végétaliens.
Et donc les résultats de cette étude montrent en fait que les grands consommateurs de viande ont des émissions de gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus importantes que les régimes véganes. La différence entre les émissions des régimes véganes et végétariens sont relativement faibles et on voit directement un gradient avec l'augmentation de la quantité de viande dans les régimes alimentaires. Donc ici, nous pouvons voir qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, nous avons un gradient qui va de plus faible au plus importante lorsqu'on augmente la quantité de viande, alors qu'à l'inverse, pour certains nutriments, notamment ceux qui sont comme les fibres qui sont contenues dans les fruits et légumes, on va avoir un gradient qui est inverse. Et donc ce type de résultat peut suggérer qu'il existerait des régimes qui seraient à la fois bénéfiques et pour l'environnement et pour la santé. Dans l'étude Nutrinet, nous avons identifié par une méthode multicritère des régimes durables. Donc nous avons utilisé les données du projet BioNutrinet qui est basé sur la cohorte Nutrinet Santé chez des adultes de plus de 18 ans et nous avons posé un questionnaire de fréquence qui est validé et qui contient 264 items de consommation pour les aliments soit en bio, soit conventionnels. Nous avons considéré, pour refléter la durabilité du régime, 8 indicateurs différents: les émissions de gaz à effet de serre, l'occupation des terres, la demande en énergie pour la production du régime, le pourcentage d'aliments biologiques dans le régime comme marqueur de la biodiversité, la densité énergétique du régime, un score d'adéquation et un score de modération nutritionnelle basé sur le pan diète développé par AgroParisTech. Et pour l'indicateur économique, nous avons considéré les budgets alloués à l'alimentation. Et donc ensuite, nous avons réalisé une sorte de régression PLS, une réduction des rangs, où nous avons essayé d'expliquer la variabilité de ces 8 indicateurs par les consommations alimentaires des individus. Ensuite, à l'aide d'une méthode de classification, nous avons pu identifier 6 clusters différents que nous avons ensuite caractérisés sur le plan de la composition du régime, de la durabilité et des modes de vie et caractéristiques sociodémographiques. Sur ce schéma, nous pouvons voir les indicateurs qui nous ont servi à identifier les clusters, donc les indicateurs potentiellement liés à la durabilité du régime, pour les 6 clusters identifiés. Donc je vais surtout m'intéresser aux 2 clusters extrêmes. Donc tout d'abord le cluster 1 qui est en rouge, qui est un cluster qui a un impact environnemental élevé, avec une demande en énergie, une émission de gaz à effet de serre et une occupation des sols qui sont très élevées. Et puis, à l'inverse, qui présente une faible consommation de produits biologiques dans le régime. La densité énergétique de ce régime est également élevée et le sous-score de modération sur le plan nutritionnel est relativement moyen, alors que le score d'adéquation est élevé. Et puis le second cluster qui va s'opposer à celui-ci, qui est le cluster 5, est un cluster qui a un impact sur l'environnement beaucoup plus faible, que ce soit concernant la demande en énergie, les émissions de gaz à effet de serre ou l'occupation des terres, mais qui, à l'inverse du précédent, a une quantité très importante d'aliments biologiques dans le régime, avec une densité énergétique plus faible et une très bonne qualité nutritionnelle qui est représentée par un score élevé à la fois pour le score d'adéquation et pour le score de modération. Ce qui est intéressant également, c'est que ce fameux cluster 5, qui est meilleur nutritionnellement et pour l'environnement, est aussi moins cher que le premier cluster, avec une part du budget alloué pour l'alimentation qui est inférieure. Si on regarde de quoi sont composés ces fameux régimes, donc le premier cluster qui était non durable, c'est un cluster qui est associé à un apport énergétique élevé, presque 2500 calories, qui est composé de 20% de viande, de 17% de produits laitiers et de 8% de produits sucrés. Le coût de ce régime est d'environ 10 € par jour et il émet à peu près 4000 kg de CO2 équivalent par an. Dans ce groupe, nous avions 45% d'hommes, beaucoup de fumeurs et des gens qui étaient aussi sédentaires ou en surpoids. A l'inverse, dans le cluster plus durable, nous avions un cluster qui apportait moins d'énergie avec environ 1980 calories. Il n'y avait que 4% de viande dans ce régime, 15% de produits laitiers et 7% de produits gras et sucrés.
Le coût était inférieur, avec une moyenne de 7,7 € par jour, et des émissions de gaz à effet de serre qui étaient 4 fois plus faibles que dans le premier régime. Ce régime était constitué essentiellement de femmes, d'individus diplômés, physiquement actifs, et c'était aussi le cluster qui comportait le plus de végétariens et de végétaliens. Et donc à partir de cette étude, nous avons publié que des régimes observés, donc on n'était pas sur des études de modélisation, au sein de cette cohorte, pouvaient satisfaire des critères de durabilité avec une diversité de profils alimentaires, certains qui étaient adéquats sur le plan nutritionnel, d'autres sur l'environnement, et que certains comportements comme celui-ci pouvaient émerger et réunir à la fois les composantes bénéfiques pour l'environnement et la santé. À côté de ces études d'observation, il existe des études de modélisation ou d'optimisation. Donc, dans le cadre de ces études, on ne va pas regarder la durabilité des régimes à partir de données observées, mais on va modéliser, simuler un certain nombre de régimes de façon à voir les variations que cela peut impliquer sur les impacts environnementaux. Donc, un des articles phares portant sur ce type d'études, c'est l'article de Tillman et Clark qui est sorti en 2014 dans Nature et qui avait pour objectif de quantifier les relations entre régime alimentaire, environnement durable et santé. Et donc, l'objectif finalisé était d'évaluer les impacts potentiels d'une transition alimentaire. Donc, pour ce faire, ils ont travaillé à partir d'analyses de cycle de vie pour la culture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture à la production. Donc, je précise que les données pour la pêche et l'aquaculture en termes d'analyse de cycle de vie sont relativement difficiles à estimer à partir des données de la littérature. Et puis pour l'alimentation, ils se sont basés sur de multiples données qu'ils ont collectées sur les publications des 50 dernières années pour environ 100 pays. Et ils ont fait des analyses de transition à partir de simulations d'évolution des régimes. Et puis pour la santé, ils ont fait des modèles de comparative risk assessment en compilant des statistiques de risque afin de calculer des morts évitées. Donc concernant les impacts de ces différents régimes, donc là encore, comme sur la diapositive que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont à nouveau illustré le fait que la viande de ruminants était beaucoup plus impactante que les autres produits alimentaires en termes d'émissions de gaz à effet de serre, que le mode de production avait un rôle en particulier sur les produits de la pêche, puisqu'on avait des impacts qui étaient différents en aquaculture ou en pêche sauvage, et puis que le blé émettait environ 1/5 de ce que le riz émet par gramme de protéines. Donc sur ces graphiques, nous avons les émissions de gaz à effet de serre en fonction de l'indicateur de référence. C'est-à-dire que le premier graphique, celui du haut, c'est des émissions de gaz à effet de serre par calorie. Celui du milieu, c'est par portion. Et celui du bas, c'est par gramme de protéines. Et donc en fait, les émissions de gaz à effet de serre vont vraiment dépendre de l'unité fonctionnelle dont on parle. En revanche, une chose est sûre, c'est que la viande de ruminant arrive toujours en tête et est toujours la plus émettrice. Concernant l'impact environnemental des régimes, dans l'étude de Tillman et Clark, ils ont évalué que d'ici 2050, si les régimes restent ce qu'ils sont aujourd'hui, on ira vers une augmentation de 32% des émissions de gaz à effet de serre uniquement par l'enrichissement des pays en voie de développement. Et donc ça veut dire que non seulement il faut changer les comportements alimentaires par rapport à aujourd'hui pour ceux qui sont déjà dans les pays riches, mais qu'il faut aussi éviter que les pays en voie de développement aillent vers des alimentations peu durables. Le deuxième point de cette étude, c'est que la diminution des émissions de gaz à effet de serre n'est pas toujours en faveur de la santé, puisque certains produits alimentaires sont très peu émetteurs. C'est en particulier le cas du sucre et des matières grasses qui ont des émissions de gaz à effet de serre qui sont faibles, ce qui veut dire que lorsque l'on essaye de diminuer l'empreinte carbone de son régime, une des solutions simples, c'est de se tourner vers des produits qui sont mauvais pour la santé. Donc il faut vraiment réfléchir en termes global, c'est-à-dire en incluant et la santé et l'environnement. Et donc le dernier point de cette étude, c'est que les alimentations alternatives
comme les régimes méditerranéens, les régimes à base de poissons ou encore les différentes formes de végétarisme, peuvent permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, comme dans l'étude anglaise, on peut voir que le régime végétarien sur ce graphique est celui qui est le moins émetteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour l'occupation des terres, on peut voir sur ce graphique-là qu'il en est de même, c'est-à-dire que le régime végétarien est celui qui est le moins demandeur en terre. À partir de cette étude, un certain nombre de conclusions ont été émises. Tout d'abord, on sait aujourd'hui que l'augmentation de revenus, en particulier dans les pays en voie de développement, est quasiment toujours associée à une demande en protéines. C'est-à-dire que le niveau de richesse augmente avec la quantité de viande notamment qui est consommée. Alors que finalement, quand on se tourne vers les protéines végétales, c'est plutôt en lien avec des revenus qui sont relativement faibles, en partie dans les pays d'Asie. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une augmentation des calories vides. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les produits gras et sucrés. Quand les pays s'enrichissent, on a tendance à avoir une augmentation de ces produits. Donc là, on va vraiment être dans le cadre d'une transition nutritionnelle dans les décennies à venir, avec potentiellement une augmentation forte de la demande en viande, en calories vides et donc finalement en calories totales. Et donc à partir de 8 cohortes, quand ils ont évalué les implications de ces différents régimes sur la santé, ils ont comparé l'incidence de pathologies de différentes maladies en fonction des régimes. Donc à nouveau, omnivores, méditerranéens, pescariens, donc les mangeurs de poissons, et puis les végétariens. Et en fonction de ces différents régimes, on pouvait avoir par rapport aux omnivores une diminution du risque de l'incidence de maladies chroniques qui pouvait varier de 0 à 18%. Donc là, on est toujours dans des simulations, donc ce sont des ordres de grandeur. C'est-à-dire que quand on dit de 0 à 18%, c'est parce que vous voyez qu'on a différents types de maladies, mais en plus de ça, on a des intervalles de confiance parce qu'ils font énormément de jeux de données, puisqu'à chaque fois, ce sont des simulations, donc ils sont obligés de rééchantillonner les risques relatifs et les intervalles de confiance de façon à avoir des comparaisons de risques. Donc là, on peut voir que on va avoir une réduction du risque qui est très importante pour le type de diabète, le type 2 de diabète par exemple chez les végétariens. Et puis pour les cancers, on voit que l'impact en fonction des régimes est un petit peu inférieur. Donc ça, c'est directement lié au fait que les cancers sont moins associés à l'alimentation que les maladies cardiovasculaires pour lesquelles le risque, la diminution du risque va être beaucoup plus importante. Donc à côté de ces études d'observation et de ces études de modélisation, il y a aussi des revues de la littérature qui sont sorties récemment. Par exemple, une revue de la littérature de Alexandrovitch qui est sortie en 2016 a recensé toutes les études qui avaient porté sur l'impact environnemental des régimes alimentaires. Et donc là, vous pouvez voir tous les types de régimes qui ont été étudiés dans la littérature avec le nombre de publications en fonction de l'indicateur environnemental qui avait été considéré. Donc pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'indicateur qui est le plus souvent étudié, avec 124 publications en 2016, alors que pour l'occupation des terres et l'utilisation de l'eau, on a beaucoup moins d'études. Et pour les autres indicateurs que j'ai cités tout à l'heure, il y a encore moins d'études. Et donc dans cette étude, ils ont référencé à peu près 200 scénarios qui ont été donc testés, avec 197 scénarios de régimes qui avaient des impacts positifs et 13 qui avaient des impacts négatifs. Et puis on avait des diminutions en règle générale, quand on prenait comme référence l'omnivore actuel, on avait des diminutions à la fois pour les gaz à effet de serre, pour l'utilisation des terres et pour les besoins en eau, avec une diminution qui était le plus importante pour l'utilisation des terres avec moins 28%. Et les effets majeurs étaient observés dans les régimes qui
diminue considérablement la consommation de viande. C'est-à-dire que lorsque l'on fait des régimes où on va substituer des viandes entre elles, par exemple remplacer de la viande de ruminant par de la viande de monogastrique, on va aboutir à une diminution de l'impact environnemental. Mais en fait, les régimes qui ont les impacts environnementaux les plus faibles, ce sont les régimes où on exclut la viande. L'exemple flagrant, c'est l'exemple des véganes tout en haut, où là, on a la réduction la plus forte. Mais les végétariens n'arrivent pas très loin derrière, parce qu'en fait, ils mangent du poisson rarement et des produits laitiers, mais qui impactent moins que la viande bovine. Donc dans ces régimes, on a des diminutions importantes, hein, avec jusqu'à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans les études existantes qui portent sur l'évaluation de la durabilité des régimes, et donc essentiellement soit des liens avec la santé, soit des liens avec l'environnement, on a peu d'études qui intègrent directement la santé à partir de données d'observation. La plupart des études qui ont porté sur la santé sont des études qui sont faites sur des calculs de risque, des modèles comme Prime, etc., qui sont développés en Angleterre. En règle générale, concernant l'environnement, on a une ou deux dimensions qui sont étudiées, mais il y a des dimensions qui sont totalement manquantes de ces études. Par exemple, la biodiversité est quasiment absente de ces études, en particulier parce qu'il est très difficile de la mesurer au niveau d'un régime. On peut estimer la biodiversité par mètre carré de terre, mais au niveau d'une assiette, c'est assez compliqué. Les données de gaspillage sont très peu étudiées. Il y a des études qui portent sur le gaspillage, mais elles ne vont porter que sur le gaspillage, donc en fait elles ne sont pas intégrées aux études de durabilité. Et puis les modes de production qui peuvent potentiellement être différents et donc avoir des impacts différents sont très rarement pris en compte. C'est-à-dire que des méthodes agricoles conventionnelles et des méthodes plus agroécologiques, comme l'agriculture raisonnée, sont absents de ces données. Et donc là, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les modes de production qui sont différents du modèle agricole dominant ont un effet ou pas à la fois sur la santé et sur l'environnement. Et donc ça est à l'origine de nouvelles approches, avec en particulier l'impact des régimes qui sont basés sur des aliments issus de l'agriculture biologique. Et donc le régime bio, il est intéressant parce que même s'il existe une très grande diversité des modes de production, le bio peut être utilisé comme un modèle, en particulier parce qu'il porte un label et que donc quand on mesure le comportement alimentaire des individus et qu'on enregistre leur consommation, ils sont capables de dire si c'est bio ou pas. Alors que typiquement pour l'agriculture raisonnée ou toutes les variétés d'agriculture, zéro pesticide, etc., s'il n'y a pas de label, le consommateur n'est pas forcément capable de les identifier. Et donc l'agriculture biologique, elle a été proposée comme une alternative à l'agriculture conventionnelle pour essayer de limiter l'impact environnemental des productions agricoles. Et donc on peut voir notamment sur le graphique du haut, donc en bleu, on a les régimes conventionnels et en jaune, on a les régimes bio. Donc le régime bio, en règle générale, il a une occupation des terres qui est supérieure au régime conventionnel. Ça, c'est complètement normal et c'est directement lié au fait que les rendements sont inférieurs en bio par rapport à l'agriculture conventionnelle. Il est aussi moins polluant en termes de pesticides dans l'environnement. Il utilise moins d'azote puisque les engrais azotés sont interdits. Mais en revanche, il contribue à la même hauteur que l'agriculture traditionnelle à certains indicateurs, en particulier l'eau, la demande en énergie. C'est dans ce cadre-là que nous avons essayé d'identifier les valeurs durables des régimes en fonction du bio dans le régime. C'est un travail qu'on a également réalisé dans la cohorte BioNutriNet. Donc dans notre échantillon, une fois redressé sur les données de l'INSEE, on avait 52% de femmes, un âge moyen de 48 ans, et des femmes un échantillon dont 45% avaient un niveau d'éducation supérieur au bac. Et donc dans cette étude, nous avons tout d'abord caractérisé les consommateurs de bio. Donc on avait 92% des femmes qui mangeaient du bio et on avait 85% des hommes qui consommaient du bio.
En fait, aujourd'hui, les gens qui ne consomment absolument jamais de bio deviennent de plus en plus rares. Et donc, nous avons caractérisé ces individus. Les grands consommateurs de bio étaient plus souvent des femmes, plus éduqués, moins souvent fumeurs, plus actifs physiquement. Ils prenaient plus souvent des compléments alimentaires. Ils avaient une meilleure recommandation une meilleure connaissance des recommandations nutritionnelles. Les motivations qui étaient invoquées pour consommer bio étaient l'éthique, la santé et l'aversion pour les contaminants. Et on avait une relation qui était non linéaire avec le revenu. Et donc ce qu'on a fait, c'est que nous avons comparé des grands consommateurs de bio et des petits consommateurs de bio pour des indicateurs de durabilité. Donc tout d'abord, sur cette diapositive, je vais vous présenter 3 types de barres. La barre jaune, c'est la variation qui est observée entre les grands et les petits consommateurs de bio. C'est le Q5 versus le Q1 de la consommation de bio dans l'alimentation. En rose, c'est l'effet du régime, c'est-à-dire de la structure de consommation. Puisque comme nous avons pu remarquer que les consommateurs de bio avaient un régime qui était plus végétal, moins riche en viande, etc., lorsqu'on observe un effet, ça peut être soit un effet qui est lié au mode de production, soit un effet qui est lié à la structure du régime. Donc nous avons essayé de séparer avec des modèles économétriques ces effets, avec en rose les effets du régime et en vert les effets du mode de production. Donc concernant le coût d'achat, on a une augmentation du coût du régime entre les grands et les petits consommateurs de bio, qui est lié essentiellement, voire quasiment, au fait que les aliments sont bio. Concernant les indicateurs environnementaux, on voit que pour les 3 indicateurs, demande en énergie, émissions de gaz à effet de serre et occupation des terres, on a une réduction des impacts entre les grands consommateurs de bio et les petits consommateurs de bio. Et puis là, on voit, notamment pour les émissions de gaz à effet de serre, que c'est essentiellement lié à la structure du régime. Donc c'est parce qu'ils mangent très peu de viande et beaucoup de produits végétaux que les émissions de gaz à effet de serre sont basses. En revanche, on retrouve le fait que manger bio augmente l'occupation des terres, mais comme manger végétal le réduit beaucoup, on aboutit à une réduction. Et puis pour la demande en énergie, on avait à la fois un effet du régime et un effet du mode de production. On a réalisé la même chose sur l'exposition aux pesticides par l'alimentation, donc au moyen d'une base de contamination. Et donc là, en jaune, on voit que quand on est consommateur de bio, on a une réduction de l'exposition à tous les pesticides, sauf les pyréthrines, qui sont autorisées en bio. Et donc cette réduction de l'exposition, elle est liée complètement au mode de production, puisque le fait de passer d'un régime riche en produits animaux à un régime riche en produits végétaux, ça augmente l'exposition en rose, et donc c'est contrebalancé par le fait de manger bio. Donc à partir de ces résultats, on peut conclure que dans le contexte actuel des produits et des prix, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des transitions alimentaires, on fait vraiment une analyse qui est une photographie à un instant T du comportement alimentaire des gens. L'alimentation conventionnelle, donc sans produits biologiques, riche en végétaux, augmente la qualité nutritionnelle, réduit les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres et la demande en énergie, n'augmente pas le coût, mais fait augmenter l'exposition aux contaminants. Si à régime constant, on consomme bio plutôt que conventionnel, on a une réduction importante de l'exposition aux contaminants, sauf le spinosade et les pyréthrines qui sont autorisés en bio. Il n'y a pas d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre, pas d'effet sur une petite réduction sur la demande en énergie, une augmentation forte de l'occupation des terres et du prix. Donc finalement, l'adoption d'un régime bio sans changement de régime a des effets négatifs sur le coût monétaire et sur l'occupation des terres. Donc, en termes de conclusion et de perspective, si on souhaite évaluer la durabilité du champ à l'assiette, il faut vraiment définir les indicateurs qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'au-delà des émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que l'on pourrait étudier? En particulier, comment mesurer la biodiversité à partir de l'assiette.
Et donc les modèles actuels, c'est ce que je vous ai présenté tout de suite là, sont des modèles qui sont fixes, et ce qui serait intéressant, c'est de travailler sur les dynamiques de changement. C'est-à-dire quels changements de l'alimentation vont induire quels changements au niveau de l'environnement et de la santé. C'est-à-dire de travailler vraiment sur les transitions et sur les gains à la fois pour l'environnement et la santé. Et évidemment pour les contaminants. Et puis une des vraies questions, c'est de connaître l'impact sur la santé à long terme de ces régimes alimentaires durables, avec des vraies études en population qui vont nous permettre, sur des données d'observation, de recueillir des informations sur la santé, de façon à évaluer l'éco-bénéfice, donc par exemple par un indicateur holistique de la durabilité, de façon à mettre en lien cet indicateur avec la santé, et ça c'est ce qu'on a commencé à faire dans l'étude Nutrinet. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi évidemment tous mes partenaires qui contribuent à ce projet.